9 septembre 1668. Nous sommes au théâtre du Palais Royal, et pour la première fois d'une longue série, l'Avare, écrit par Molière, est joué sur scène. L'Avare ou l'école du mensonge est une comédie de Molière en 5 actes et en prose, adaptée de La Marmite, de Plaute, un auteur comique romain, et représentée pour la première fois sur la scène du Palais Royal le 9 septembre 1668. Le personnage principal de cette comédie, Harpagon, caractérisé par son avarice caricaturale, tente tout au long de la pièce de marier sa fille de force. En outre, il protège continuellement une cassette pleine d'or et tente d'épouser, ou plutôt d'acheter, une femme pour ses vieux jours, qui elle-même est amante d'un autre. L'amour est souvent un fruit du mariage? Pas si sûr. Malgré les 14 personnes nommées tout au long de la pièce, Harpagon est omniprésent dans cette comédie, qui, comme d'autres de Molière, traite de façon burlesque de sujets qui ne prêtent habituellement pas à rire. L'avarice, en premier lieu bien sûr, la tyrannie domestique, le sexisme ou encore l'égoïsme. Sachez par ailleurs qu'en grec ancien, harpagé signifie rapacité ou avidité, et harpax, rapace ou pillard. Molière sait bien trouver les noms. Nous vous invitons réellement à lire ou à aller voir cette pièce hilarante, qui fut d'ailleurs adaptée de bien des manières, notamment à la télévision. Dès 1908 par Méliès, en 1980 avec Louis de Funès dans le rôle principal, ou encore en 2006 avec Michel Serrault. Plus récemment, Laurence Stocker a également remplacé Molière en 2022 sur la scène de la Comédie Française, tandis que Denis Podalides l'avait fait en 2010. Si vous hésitez à le lire ou que vous n'en avez pas le temps, voici désormais un résumé des 5 actes contenant respectivement 5, 9, 7 et 6 scènes. Très bonne écoute. Acte 1. L'intrigue se passe à Paris. Le riche et avare Harpagon a 2 enfants. Élise, amoureux de Valère, un gentilhomme napolitain au service de son père en qualité d'intendant, et Cléante, qui souhaite épouser Marianne, une jeune orpheline sans fortune. Harpagon est terrifié par une crainte obsédante. Il a dissimulé dans le jardin une cassette qui renferme 10 000 écus d'or. Il a peur qu'on la découvre et qu'on la lui vole. Suspicieux, il se méfie de tout le monde, même de ses enfants. Finalement, il leur dévoile ses intentions. Il va épouser Marianne. Élise est promise, sans apport de dot, à Anselme, un vieillard. Et Cléante est destinée à une veuve. La jeune fille refuse énergiquement. Son père demande alors à Valère de la convaincre. Ces derniers acquiescent faussement, mais songe à fuir avec son amante si nécessaire. Acte 2. Cléante, qui ne peut compter sur son père, a un besoin urgent de 15 000 francs. La Flèche, son valet, se charge de lui trouver un prêteur, mais ces derniers exigent des conditions inacceptables. Cléante découvre bientôt que le prêteur n'est autre qu'Harpagon, son père. Une violente dispute oppose alors les 2 hommes. L'intrigante Frosine entre en scène, persuadant Harpagon que Marianne préfère les hommes âgés et qu'elle serait disposée à se marier avec lui. L'avare est ennuyé par le manque de fortune de la jeune femme. Acte 3. À l'occasion de la signature du contrat de mariage, Harpagon a invité Marianne à dîner. Il sermonne sa domesticité, et en particulier Maître Jacques, pour que les dépenses soient limitées. Le cuisinier proteste, l'intendant Valère soutient l'avare et prône l'économie. Une vive algarade s'ensuit au cours de laquelle Maître Jacques reçoit des coups de bâton et dès lors ne songe plus qu'à se venger. Arrive Frosine qui introduit Marianne dans la maison, nerveuse à l'idée de rencontrer son futur époux. Quand celui-ci paraît, elle est dégoûtée par son physique. C'est à un moment que Cléante arrive, elle reconnaît le jeune homme qui est l'objet de ses pensées. S'ensuit une conversation entre les amoureux dans laquelle, à mots voilés, ils s'avouent leurs sentiments réciproques. Cléante retire une bague de grande valeur du doigt de son père et l'offre en son nom propre à celle qu'il aime. Harpagon n'a pas véritablement compris la situation. Acte 4. Les 2 jeunes amoureux sollicitent Frosine pour qu'elle intervienne auprès du barbon et qu'il renonce à son mariage insensé. Harpagon surprend son fils en train de baiser la main de Marianne et conçoit immédiatement des soupçons dont il veut s'assurer. Afin de sonder son fils et connaître ses espoirs, il prétend avoir changé ses projets et renoncé au mariage. Le fils naïf dit tout ça à son père.
son amour pour la jeune fille et son désir de l'épouser. Furieux, Harpagon résiste au mal à un accès de violence et le mentit. Maître Jacques intervient pour les séparer et les raccommoder. En aparté, il leur fait croire à chacun que l'autre a abandonné la partie. La réconciliation est de courte durée. L'Algarade reprend de plus belle et ne cesse qu'à l'arrivée de la flèche, avec la cassette des 10 000 écus d'or, qu'il a lui-même dérobé. Harpagon promet de trouver le coupable et de le châtier comme il se doit. Acte 5, dernier acte. Harpagon demande un commissaire de police afin d'enquêter sur le vol de la cassette. Et, dans son délire d'avaricieux, il veut faire interroger tous les Parisiens. Par vengeance, Maître Jacques désigne Valère qui arrive à ce moment. On le somme de s'expliquer et de reconnaître son forfait. Pensant, sur ce malentendu, que ses sentiments pour Élise sont connus, il admet qu'elle est secrètement sa fiancée. Une fois de plus, Harpagon comprend avec retard et fureur le reprend. Anselme, qui doit épouser Élise, entre en scène, alors que Valère a commencé le récit de son histoire. Anselme le vieillard comprend que Valère et Marianne sont ses enfants. Il était persuadé qu'ils avaient péri dans un naufrage, il y a fort longtemps. Cléante va épouser Marianne et Valère Élise. Quant à Harpagon, il reste seul, avec sa cassette. Ce résumé est si rapide. Nous espérons réellement que vous aurez l'occasion de voir cette comédie. En attendant, nous espérons également que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner et à activer la cloche des notifications afin de ne louper aucune nouvelle vidéo. A très bientôt pour une histoire si spéciale. Voilà, assassin, on m'a crié justice, justicienne. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui possède? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où s'est caché? Je ferai pour le trouver. Pour courir, pour ne pas courir. Est-il point là? Est-il ici? Qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent. Oh, c'est moi. Mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent. Mon pauvre argent. Cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support. Ma condamnation, injoignable, définie. Pour moi, je n'ai plus de faire au monde sans toi. Il m'est impossible de vivre sans effet. Je n'en puis plus. Je me mors. Je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant que je l'ai pris? Que dites-vous? C'est des personnes. Il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on ait épié-leur. Et l'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. J'entends, je vous allais quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison. À servante, à valet, à fils, à fille et à moi aussi. Que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble mon voleur. Hé, de quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui est? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons, vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gènes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. Vite, vite.